Ok, merci à tous d'être venus. Donc, dans cet exposé, je vais parler des travaux réalisés depuis le temps de mon doctorat. En fait, depuis ma thèse, mon intérêt principal a été celui d'explorer le potentiel unifiant de la notion de topos de Grothendieck à travers divers secteurs des mathématiques. Donc en fait, j'ai développé au cours des années un cercle d'idées, de techniques et d'applications, disons, autour du rôle que les topos de Grothendieck peuvent jouer en tant que sorte de pont unifiant entre différentes théories mathématiques. Donc des objets qui peuvent servir de lien entre des contextes mathématiques les plus divers. Et donc, bien sûr, l'inventeur des topos, Grothendieck, était pleinement conscient de cette nature unificatrice cruciale de la notion des topos. Dans Récolte et Semailles, voilà ce qu'il écrit. Il dit c'est le thème du topos qui est ce lit ou cette rivière profonde où viennent s'épouser la géométrie et l'algèbre, la topologie et l'arithmétique, la logique mathématique et la théorie des catégories, le monde du continu et celui des structures discontinues ou discrètes. Il est ce que j'ai conçu de plus vaste pour saisir avec finesse, par un même langage riche en résonance géométrique, une essence commune à des situations des plus éloignées les unes des autres, provenant de telle région ou de telle autre du vaste univers des choses mathématiques. Donc, c'est, je trouve, une très belle citation qui fait comprendre à quel point il tenait en considération cette notion de topos, qui pourtant il avait introduit dans un cadre très spécialisé, parce que le but originaire c'était de résoudre les conjectures d'éveil. Donc en fait, les topos ont été introduits juste pour, disons, élargir le cadre d'applicabilité des techniques géométriques et topologiques usuelles, mais en fait, malgré cette motivation technique qui est à la base de l'introduction de la notion de topos, en fait, cette notion a une portée extrêmement vaste à l'échelle de toutes les mathématiques, et donc Grothendieck en était pleinement conscient. Mais la question, c'est essayer de transformer cette inspiration dans quelque chose de plus concret possible, c'est-à-dire essayer de développer des techniques qui permettent vraiment d'exploiter efficacement les topos comme des moyens d'unification. Et donc en fait, depuis le début, je me suis concentrée sur l'étude des topos classifiants, une notion qui, bien que implicitement présente dans les travaux de Grothendieck dans des cas particuliers, parce que si l'on prend le livre de Monique Hakim, Topos, schéma relatif et topos annelé, on voit, disons, l'apparition du point de vue des topos comme classifiant de certains espaces, mais donc bien que présent dans un cas, dans un contexte particulier dans l'œuvre de Grothendieck, disons, le cadre général pour étudier les topos classifiants a été élaboré par les logiciens dans les années 70. Et donc, c'est précisément la théorie des topos classifiants qui permet vraiment de donner un sens mathématique précis et donc de développer tout un ensemble de techniques pour, disons, accomplir ce rêve d'unification que Grothendieck avait. Voilà, donc, en fait, dans un premier texte programmatique de 2010, j'ai énoncé un certain nombre de principes, de techniques pour utiliser les topos comme des sortes de ponts unifiants. Et depuis ce temps-là, en fait, cette théorie a engendré des applications assez diverses dans une grande variété de contextes mathématiques différents. Je présenterai quelques applications pendant l'exposé. Et aussi, sur le plan purement théorique, il a aussi conduit à la résolution d'un certain nombre de problèmes ouverts en théorie des catégories et logique catégorique. Une chose aussi intéressante, c'est que, disons, il ne faut pas penser, quand on parle de pont, forcément à quelque chose qui connecte deux choses très différentes entre elles, mais il faut penser au pont comme des instruments pour étudier les théories mathématiques aussi en elles-mêmes, pas seulement en relation avec des théories
très différentes. En fait, les topos, ces ponts en fait, dont je parle, se sont révélés efficaces pas seulement pour établir des liens, mais aussi pour étudier une théorie mathématique par, disons, son dynamisme interne qui, en fait, on verra, engendre des ponts. Et donc, disons que les techniques de la théorie des topos peuvent vraiment être utilisées pour étudier aussi une théorie en elle-même, pas seulement de façon relationnelle. Mais on verra des exemples plus tard. Donc ici, je voudrais juste commencer avec une petite liste d'applications que j'ai obtenues après le temps où j'ai énoncé les principes généraux. Donc, comme vous voyez, il s'agit de contextes mathématiques assez différents. Mais ce qui est frappant, en fait, c'est le caractère, disons, unifié des méthodes, parce qu'il s'agit toujours d'exploiter la nature multiforme des topos et leur pouvoir unifiant pour déduire des résultats. Donc, par exemple, en théorie des modèles, l'un des résultats que j'ai obtenu, c'est une interprétation, une ample généralisation du théorème de Freyset à propos des structures dénombrablement catégoriques, qui en fait va bien au-delà du cas classique et qui a un énoncé extrêmement simple, qui en fait est beaucoup plus simple que l'énoncé classique et en même temps beaucoup plus vaste. Et en fait, ça montre que le point de vue des topos permet aussi d'avoir des énoncés assez simples et élégants. Malgré, disons, le prix à payer, c'est juste de se mettre à un niveau d'abstraction supérieur, mais en fait, il y a beaucoup à gagner en faisant ça. Bon, en théorie de la démonstration, par exemple, parmi les résultats que j'ai obtenus, il y a des équivalences entre le système déductif classique qui existe pour la logique géométrique ou la logique du premier ordre et des systèmes démonstratifs complètement différents qui sont fondés sur la notion de topologie de Grothendieck. Donc en fait, l'idée c'est assez simple que dans un système déductif classique, on a plusieurs règles d'inférence, normalement c'est entre 10, 15, etc. Et en fait, on remplace toutes ces règles d'inférence par seulement deux règles d'inférence qui sont les règles qui définissent la notion de topologie de Grothendieck. Donc ça peut paraître un peu surprenant, mais en fait, on peut démontrer qu'il y a vraiment une équivalence au niveau des systèmes démonstratifs. Donc en fait, pour démontrer des choses à l'intérieur d'une théorie géométrique, on peut utiliser l'autre système qui se révèle, d'un point de vue computationnel, souvent beaucoup plus facile à manier et aussi pour calculer et pour implémenter éventuellement sur ordinateur ou en tout cas, disons, pour mener des calculs. Voilà, en algèbre, l'un des résultats que j'ai obtenus, c'est une généralisation très vaste du formalisme galoisien qui va en fait au-delà du formalisme des catégories galoisiennes de Grothendieck. Donc ça permet d'étudier ce qu'il se passe pas seulement dans des groupes topologiques profinis, mais dans des groupes topologiques arbitraires. Donc c'est vraiment le cadre général qu'on peut vouloir. Et disons, à part ça, c'est un cadre qui permet d'engendrer beaucoup de théories de type galoisien un peu partout en mathématiques où on ne soupçonnerait même pas l'existence de telles théories type galoisien. Par exemple, ça permet de construire une théorie de Galois pour les groupes finis ou pour les graphes finis, pour les algèbres de boules finis, etc. Donc, et ça révèle aussi un lien très profond qui était auparavant insoupçonné entre la construction de Freyset en théorie des modèles et la théorie de Galois. En fait, elles sont un peu deux facettes d'un même phénomène. Mais on verra ça en fait plus tard, parce que je vais en parler plus techniquement. Donc, bon, en topologie, par exemple, j'ai élaboré un cadre qui permet d'interpréter et d'engendrer les dualités de type Stone ou de type Priestley. Donc ce sont des dualités entre des structures préordonnées ou des espaces topologiques, locales, etc. Donc en fait, on voit que toutes ces dualités, qui historiquement ont été découvertes de façon assez indépendante les unes des autres, en fait, on peut les retrouver de façon unifiée à travers un point de vue topos-théorique extrêmement naturel. Donc il s'agit d'un pont, de plusieurs ponts en fait. On fonctorialise des ponts. Et en fait, on retrouve toutes ces dualités déjà connues et en même temps, on en engendre beaucoup de nouvelles dualités, exactement, disons, de la même façon. En analyse fonctionnelle, disons, je me suis attachée à étudier la dualité de Gelfand et d'essayer de la comprendre d'un point de vue topos-théorique. Et en faisant ça, en fait, j'ai élaboré un cadre pour construire des dualités en se fondant sur la représentation des espaces topologiques en utilisant les bases de Wallman.
Et donc, en particulier, j'ai introduit une notion de spectre maximal dans Topos, et donc qui permet d'engendrer des dualités de type varié, et en particulier ça permet d'engendrer une variante de la dualité de Gelfand pour les CETO à l'algèbre commutative. Voilà, bon, il y a aussi beaucoup d'autres résultats ici, je fais juste une synthèse. Bon, en ce qui concerne les groupes réticulés et les algèbres, j'ai fait une série de travaux avec mon étudiante de doctorat Anna Carla Russo, qui en fait a défendu l'an dernier ici, à Paris 7. Et là, en fait, dans ces travaux, on est parti des dualités déjà connues, d'une certaine équivalence catégorique qui étaient déjà connues pour les algèbres, et on les a relevées en des équivalences de Morita, afin de mieux comprendre les relations entre les théories concernées. Et en fait, en faisant ça, on a pu transférer beaucoup plus d'informations entre ces théories et démontrer beaucoup plus de résultats qu'avec les techniques standards. Et donc, ça, on l'a fait, disons, dans les premiers 2 travaux, on s'est attaché à étudier 2 dualités qui étaient déjà connues. Et dans le 3e papier, en revanche, les topos nous ont apporté, disons, nous ont conduit à engendrer toute une classe infinie de nouvelles dualités pour les algèbres qui, bien sûr, se spécialisent en des équivalences, mais même ces équivalences-là, au niveau purement ensembliste, n'étaient pas connues. Donc cela aussi illustre, disons, la fécondité du point de vue topos théorique par rapport à des contextes assez bâtis, en fait, mais voilà, concrets. D'autres travaux que j'ai réalisés, par exemple, des travaux sur les structures cycliques, par exemple le topos épicyclique, le topos cyclique, le topos arithmétique sont des structures introduites par Alan Kohn, le topos cyclique par Alan Kohn dans les années 80, et les topos épicycliques et arithmétiques plus récemment en collaboration avec Kate Constant. Donc ce sont des structures qui jouent un rôle très important pour leurs applications à la théorie des nombres, géométrie algébrique et homologie cyclique. Et donc en fait, on a introduit un point de vue logique sur ces topos en décrivant explicitement des théories géométriques classifiées par ces topos qui sont assez naturelles. Et donc, on peut imaginer que ces théories puissent servir pour comprendre et étudier mieux ces topos de façon un peu analogue à la situation du topos simplicial et qui peut être décrit comme le topos classifiant de la théorie des intervalles. Et le fait de savoir que ça classifie précisément les intervalles, bien sûr, c'est quelque chose de très utile parce que, par exemple, ça permet de décrire, de comprendre de façon conceptuelle les foncteurs des réalisations géométriques, etc. Et donc, comme on a un analogue de ces résultats, même si on n'a pas encore appliqué concrètement ces théorèmes, mais on peut s'attendre à ce que ça puisse être utile dans un futur proche. En géométrie algébrique, j'ai commencé il y a 1 an ou 2 à m'intéresser aux motifs. Donc j'ai élaboré avec Barbier-Livial et Laforgue une approche logique aux motifs. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est on a accompli, on a fait une généralisation des motifs des Nori qui marchent en dimension arbitraire à travers la théorie des catégories syntactiques. Ce qu'on a montré, en fait, c'est que les motifs mixtes, s'ils existent, sont des objets de nature syntactique. C'est-à-dire, on peut vraiment fabriquer des catégories de motifs mixtes purement à travers la syntaxe. Donc, ce sont des catégories syntactiques au sens vraiment de la logique catégorique. Et en fait, disons, cette construction qui est beaucoup plus générale que celle de Nori, mais qui se spécialise, dans le cas classique, à celle de Nori, permet en fait d'associer une catégorie de motifs à tout foncteur homologique, pas seulement à ceux qui ont une dimension finie, comme c'était le cas pour le formalisme de Nori, parce que ça reposait sur le formalisme tanakien qui demandait la dimension finie, alors que notre approche de nature logique passe à travers une route complètement différente, donc ça ne demande pas du tout ce genre d'hypothèse. Et en fait, voilà, ça montre que ça donne une condition nécessaire et suffisante pour l'existence d'une catégorie de motifs mixtes au sens de Grothendieck. Et en fait, cet ensemble de conditions sont des conditions de nature logique qui concernent des théories qu'on peut attacher aux foncteurs homologiques qui deviennent, dans ce contexte, des objets sémantiques.
Donc, les motifs, c'est la syntaxe, et les foncteurs homologiques sont la sémantique. Et donc, en fait, toute la problématique des motifs, ça devient en fait une relation entre la syntaxe et la sémantique. Et voilà, et donc ça c'est un premier travail qu'on a fait en 3. Et à partir de ça, j'ai fait un travail plus élaboré, en fait, où je décris une possible approche logique au problème d'indépendance d'L. Et donc, j'interprète en particulier ce problème comme le problème de la complétude d'une certaine théorie. Et grâce au topos, en fait, on peut reformuler l'étude de la complétude d'une certaine théorie de façon géométrique. Et cela, en fait, ouvre de nouvelles perspectives. Par exemple, ça ouvre des questions comme l'homogénéité des foncteurs homologiques, donc tout un tas de questions qu'on peut se poser. Et voilà, donc ça c'est plutôt, disons, un texte pour le moment programmatique, où on ne touche pas encore à la géométrie algébrique, mais qui, disons, donne un cadre assez rigoureux, disons, pour étudier ce genre de questions. Voilà, donc